Dans les yeux de la promotion, tous les combattants ne sont pas égaux et il n'y a peut-être pas beaucoup de combats illustrant cela plus fidèlement que le futur affrontement entre le champion des mi-lourds Magomed Ankalaev et son challenger Alex Pereira. Là où certains combattants bénéficient d'une trajectoire dorée jusqu'à la ceinture, d'autres découvrent des chemins bien plus escarpés, pleins de combats galères et de défenses de classement à répétition avant que le grand patron Dana White ne daigne leur laisser une chance. Une situation que connaît que trop bien notre poids moyen français Nassourdine Imavov, qui a dû laver la moitié du top 10 de sa catégorie et doit encore faire face à la concurrence d'autres combattants bien moins méritants que lui. Je ne vais pas vous faire une leçon à dormir debout, mais c'est ce qu'on appelle le business. It's not personal. It's just business. Et là où certains combattants ont dû cravacher pour combattre pour le titre, d'autres ont mené une existence un petit peu plus paisible. On appellera ça l'échelle Covington-Bellal, car qu'il s'agisse de blessures, d'une division en arrêt total ou d'un style et d'une personnalité qui n'ont pas su convaincre, il y a moult raisons qui expliquent leur situation, même si explication ne veut pas tout le temps dire justification. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen, et voilà 10 combattants qui ont été ralentis dans leur course au titre. Numéro 10. Robert Whittaker. Aussi improbable que cela puisse paraître de nos jours, l'UFC ne croyait pas du tout en Robert Whittaker lorsqu'il est monté chez les poids moyens. Il faut dire que Robert avait monté très rapidement ses limites chez les welter et qu'il est plutôt rare que ce soit en montant de catégorie de poids qu'un combattant trouve plus de succès. Donc lorsqu'il est passé chez les 84 kg à la fin de l'année 2014, sa réputation était un petit peu au point mort et il a fallu tout reconstruire. Absolument pas poussé par la promotion, Robert a dû s'embarquer sur une longue route jusqu'au sommet de sa catégorie et ce n'est évidemment pas un critère suffisant pour apparaître dans cette liste puisque ça arrive à énormément de combattants, mais la situation des poids moyens de l'époque a vraiment ralenti la progression de Robert, qui a dû accepter de jouer les seconds rôles, alors même qu'il devenait évident qu'il était le meilleur poids moyen du monde. Avec Michael Bisping en tant que champion, les 84 kg se sont arrêtés brutalement et les meilleurs de la division ont commencé à s'affronter les uns les autres sans aucun but final. On sait le sentiment que procure une division qui stagne, merci John Jones, mais là, ça avait atteint un niveau rarement connu dans l'histoire de l'UFC. Donc Whittaker a défendu son classement contre Rafael Natal puis contre Derek Brunson, avant de surclasser Jacare pendant que le 13e du classement Dan Anderson obtenait un combat de ceinture sans aucune raison valable. Et enfin, alors que ça faisait plus d'1 an que Michael Bisping était devenu champion du monde, il a combattu pour une ceinture intérimaire qu'il a remportée, et alors que ses efforts semblaient sur le point d'être récompensés par un combat contre Georges Saint-Pierre, le Canadien a rendu sa ceinture et Whittaker a un peu dû se dire que tout ça n'était pour rien au final. Le premier combat officiel pour la ceinture auquel Robert a participé a eu lieu à l'UFC 243 et selon toute vraisemblance, c'était presque 3 années après qu'il l'ait mérité. Numéro 9, Renan Barão. Défendre sa ceinture intérimaire est toujours le signe que les choses vont mal dans une division. J'aurais pu inclure Thomas Spinal dans cette liste, mais j'ai plutôt choisi de me concentrer sur le seul combattant de l'histoire de l'UFC à avoir défendu un titre intérimaire 2 fois, le Brésilien Renan Barão. Même si sa carrière a connu une petite descente aux enfers à partir de 2015, ne vous y trompez pas, Renan était absolument fantastique pendant près d'une décennie. Avec 31 victoires consécutives, le Baron a connu une ascension fulgurante qui aurait dû mener à un combat au sommet contre Dominick Cruz. Malheureusement, Cruz s'est blessé à la fin de l'année 2011 et la promotion a entamé un long jeu de poker menteur avec le reste de sa catégorie des poids coqs. Dominique devait revenir, puis ne pouvait pas et en son absence, une ceinture intérimaire a été créée. Les circonstances de la création de cette ceinture mériteraient une vidéo en tant que telle, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Barão est devenu champion en battant Uriah Faber lors de l'UFC 149. Partant de là, on s'attendait tous à ce qu'il soit déclaré champion incontesté rapidement, puisqu'il devenait de plus en plus évident que Cruz allait rester sur la touche un bon bout de temps, mais aucune annonce officielle n'est venue. Il a défendu sa ceinture une fois en Angleterre, puis une seconde fois à l'UFC 165, et il y a rarement eu de plus grand signe que l'UFC ne voulait pas d'un champion que celui-ci. Pendant près de 2 ans, Barão s'est baladé avec une ceinture qui n'en était pas vraiment une, et la situation devenait complètement ridicule. Finalement, l'UFC a enfin pris la décision logique de retirer son titre à Dominick Cruz lorsqu'il s'est de nouveau blessé en début d'année 2014, et Renan a enfin pu défendre la ceinture incontestée qui aurait vraiment dû être la sienne depuis bien longtemps. Numéro 8, Glover Teixeira. L'histoire du premier combat de ceinture de Glover Teixeira aurait aussi mérité un passage dans cette vidéo parce que l'odyssée qu'a traversé le Brésilien pour combattre John Jones est un récit de galère qui dépasse l'entendement. Mais prédire la seconde venue de Glover après sa défaite contre Corey Anderson relevait de la folie, mais son exemple est une parfaite représentation de ce qu'il faut pour reconstruire une réputation brisée par le temps. Lorsque Glover a perdu contre Corey Anderson, il était 3e mondial. Il avait 39 ans et il semblait qu'il ne reverrait jamais une ceinture de son vivant. Sa carrière avait été marquée par des
résultats inconsistants depuis sa large défaite contre John Jones, et même s'il était toujours un excellent combattant, il semblait que ses meilleures années commençaient à être derrière lui. Et puis, Glover a été traité comme on traite les combattants sur le déclin. Il a affronté des mecs plus jeunes, en train de monter, comme Karl Roberson, comme Ion Cutelaba, comme Nikita Krylov, et doucement, il a repris sa place parmi les tout meilleurs de la division, à la fois dans le classement, mais aussi dans la perception du public. Mais entre-temps, John Jones est redevenu champion de l'UFC, et le souvenir de leur premier combat a vraiment mis à mal les chances de Glover d'en obtenir un second. Sous ses yeux, Anthony Smith bénéficie d'une sacrée poussée de la promotion, puis c'est au tour de Thiago Santos, et c'est pas comme si Glover était mieux classé qu'eux lorsqu'ils ont combattu pour la ceinture, mais la promotion ne lui offrait tout simplement pas de combat qui lui aurait permis de prouver pleinement sa valeur. On sentait que l'UFC voulait gentiment pousser une nouvelle génération de lourds légers, et ça s'est un peu fait au détriment de Teixeira et d'autres, pendant quelques années du moins. Finalement, il aura fallu que Glover mette KO Anthony Smith puis soumette Thiago Santos avant d'obtenir un combat contre Jan Blachowicz à l'UFC 267. La suite, on la connaît, il est devenu champion à 42 ans, 7 années après son combat contre John Jones, mais on pouvait pas s'empêcher de penser que ça avait un petit peu traîné en besogne quand même. Numéro 7, Magomed Ankalaev. C'est vraiment une bonne chose que Magomed Ankalaev soit devenu champion lors de l'UFC 313 parce que rarement un combattant n'a reçu un tel mauvais traitement dans l'histoire de la promotion. Je vais commencer par dire qu'il y a un petit peu un délit au nom de famille pour Big Hank parce que beaucoup de fans prétendent que Magomed est un lutteur lymphatique, mais c'est en réalité un petit peu l'opposé. Je ne dis pas qu'il est le combattant le plus divertissant du roster, mais force est de constater qu'il ne lutte pas tant que ça et qu'une grosse partie de sa réputation est héritée de ce combat très soporifique contre Jan Blachowicz. Qu'on soit clair, la route qu'il avait dû faire pour obtenir ce combat de ceinture à l'UFC 282 avait déjà été très longue, surtout dans une division aussi peu fournie que celle de lourd léger, et selon moi, le fait que ce combat se finisse en égalité était plutôt logique, mais c'est ce qui a suivi qui a accentué une situation qui devenait un petit peu gênante. Parce que dans un monde normal, Magomedov aurait probablement dû obtenir un nouveau combat de ceinture immédiat. C'est probablement sa réaction suite à la décision couplée au fait que ça faisait beaucoup de champions russes qui ont poussé l'UFC à le snober et à l'envoyer dans un incompréhensible combat contre Johnny Walker. On ne s'en rend peut-être pas bien compte, mais lorsque cette saga contre Walker s'est achevée, cela faisait plus d'1 an que le combat contre Blachowicz avait eu lieu. Certes, la division avait un peu changé, mais elle restait extrêmement pauvre en densité. Mais maintenant qu'Alex Pereira était devenu le champion du monde, on avait un petit peu le sentiment que l'UFC était pas très chaude de l'envoyer au casse-pipe contre Ankalaev, parce que Poatan était très bon pour le business. Ça nous aura donné un super combat, mais le fait que Khalil Rountree Jr. ait bénéficié d'une chance à la ceinture alors qu'il était 7e mondial, pendant qu'Ankalaev, qui était le numéro 1 de la catégorie, a dû combattre un mois plus tard contre Alexander Rakic, est une anomalie qui trahit un petit peu les intentions de la promotion. Et évidemment, Ankalaev a fini par remporter le titre, mais on a quand même tout fait pour que ça n'ait pas vraiment lieu du côté de l'UFC. Numéro 6, Leon Edwards. Voilà mon avis honnête sur Leon Edwards. Je ne pense pas que sa place de challenger était aussi évidente que cela à l'époque, et je crois aussi qu'il était surtout le produit d'une division des poids welter extrêmement faible. Mais c'est justement parce que cette division manquerait cruellement de densité que les circonstances entourant l'obtention de son combat de ceinture ont fait parler. Parce que Rocky a gravi une division en plein renouvellement, je crois que l'état actuel de la catégorie est d'ailleurs le résultat final de ce renouvellement, mais qu'à la fin des années 2010, on se cherchait clairement un nouveau souffle chez les 117 kg. Des victoires contre Donald Cerrone, Gunnar Nelson et Rafael dos Anjos ne sont pas à railler, loin de là, mais c'était aussi des combattants sur un déclin clair qui ont offert une perception un peu tronquée de la place d'Edwards à mon sens. Ce qui est certain en revanche, c'est que la promotion a clairement mis des bâtons dans les roues de l'anglais, qui peinait certes à conquérir le public sur absolument tous les plans, mais qui a aussi été entravé par la pandémie du Covid, puis ce no-contexte contre Belal Mohamed, et le combattant qui semblait si près d'être une évidence a un peu dû accepter de jouer les seconds rôles, parce que pendant qu'il galérait et que son combat contre Khamzat Chimaev a été annulé plusieurs fois, des combattants comme Colby Covington et Jorge Masvidal obtenaient des opportunités qui auraient peut-être dû lui revenir. Et ce n'était pas tant qu'il était une évidence sportive à mon sens, mais plus que d'autres qu'il était moins que lui prenaient sa place, notamment grâce à leur personnalité, ce qui donnait d'ailleurs l'impression que le problème d'Edwards n'était pas sportif du tout. Le fait qu'une victoire contre Nate Diaz en 2021 lui ait offert un combat de ceinture dit à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'état de la division de l'époque. Numéro 5, Manon Fiorot. Manon Fiorot a battu la numéro 1 mondiale Katrin Chookagian en octobre 2022. Son combat de ceinture a eu lieu 2 ans et demi plus tard lors de l'UFC 315. La route de Manon jusqu'au titre a été longue, retardée par plusieurs facteurs dont certains échappent totalement à son contrôle. Ce qui rend ce parcours du combattant aussi étrange, c'est quand même que non seulement la division des poids mouches féminines est extrêmement pauvre, mais surtout que Valentina Shevchenko a nettoyé sa catégorie de fond en comble. Ce qu'on dit souvent sur Alexa Grasso, c'est qu'elle a réalisé un grand exploit lors de l'UFC 285, mais ce qu'on dit
un petit peu moins, c'est qu'elle était 6e mondiale le jour du combat. Bien sûr, Manon était au milieu de son opération du genou, mais elle était sur le point de se retrouver au milieu d'un scénario improbable dont elle a été la grande perdante. Pendant 1 an et demi, la trilogie entre Valentina Shevchenko et Alexa Grasso a mis la division en arrêt total. Avec cette victoire surprise, puis l'égalité, puis les blessures, l'UFC a fait traîner leur rivalité jusqu'à l'épuisement, et Manon a dû défendre par 2 fois un statut qui était pourtant le sien de droit. Je me dois aussi de préciser par honnêteté que le style de Manon n'a probablement pas poussé la promotion à lui offrir ce combat de ceinture. Avec l'accumulation des décisions, un style très minimaliste et une personnalité en retrait, Manon allait toujours devoir en faire plus que les autres, mais il y a faire plus, et il y a mérité son combat de ceinture 3 fois. Numéro 4, Yoel Romero. La situation de Yoel Romero est extrêmement comparable à celle de Robert Whittaker, donc je ne vais pas revenir sur le contexte, mais je vais tout de même parler des différences majeures entre les deux hommes. Contrairement à Whittaker, Yoel Romero semblait être un combattant pour lequel l'UFC aurait dû être prêt à faire des efforts. Il était présenté comme un véritable titan, les fans adoraient son look et son style, et l'UFC l'a poussé côté marketing comme rarement elle a poussé un combattant. Romero a décimé la catégorie des poids moyens à son arrivée, avec des victoires contre Derek Brunson, Tim Kennedy, Lyoto Machida, Jacare Souza puis Chris Weidman, et vu le soutien dont il bénéficiait, on pourrait croire que la promotion aurait débloqué la division pour lui, mais ça n'est jamais arrivé. L'autre différence majeure avec Robert était que Yoel avait déjà 35 ans lorsqu'il a fait ses débuts à l'UFC et que lorsqu'il a fini par combattre pour une ceinture officielle lors de l'UFC 248, il en avait 43. Et évidemment, le temps ne semble pas affecter Romero comme il le fait avec le commun des mortels, mais là où Whittaker a pu mettre ses mains sur une ceinture et a eu la chance de défendre ses chances au mieux, il est difficile de regarder la carrière de Romero sans se dire que la situation des poids moyens de l'époque a ruiné ses chances de profiter de ses dernières bonnes années de carrière. Et évidemment, ce serait plus que malhonnête d'évoquer cela sans aussi parler de sa série de pesées manquées qui ont évidemment ralenti son momentum en 2018, mais pour ce que ça vaut, Romero s'est aussi retrouvé du mauvais côté de 3 décisions extrêmement serrées de suite, et c'est mon avis et je le défendrai jusqu'à la fin, son combat contre Adesanya était peut-être le pire combat de tous les temps, mais il aurait dû le gagner à mon sens. Numéro 3, Demian Maia. Demian Maia est un parfait exemple que les premières impressions ont tendance à être tenaces. Lorsqu'il a combattu pour une ceinture de l'UFC pour la première fois lors de l'UFC 112, son combat contre Anderson Silva était si mauvais que Dana White est allé répéter à qui voulait l'entendre que c'était l'un des pires combats de l'histoire de la promotion. Partant de là, il allait difficilement rester dans les bonnes grâces du patron de l'UFC et ce n'est pas son passage chez les poids welter qui allait arranger la situation. De mai 2014 à juillet 2017, Demian est resté invaincu chez les 77 kg, remportant 7 combats consécutifs et roulant sur l'intégralité de la division. Et c'est pas comme s'il avait dû refaire un long et fastidieux chemin pour intégrer le classement mondial, parce qu'au début de cette série de victoires, il était déjà 8e chez les poids welter de l'UFC. Si l'on compare ça à ce qu'on connaît actuellement, c'est un peu comme si on expliquait que sportivement, Carlos Prates était à 7 victoires d'obtenir un combat de ceinture. Et évidemment, comme beaucoup d'autres combattants dans cette liste, c'est le style de combat et la personnalité de Maia qui posaient problème. C'est un peu difficile d'enthousiasmer la foule avec une palette grandement tournée vers le grappling stérile, lorsque le reste de la division est composé de talents comme Robbie Lawler, Rory McDonald, Carlos Condit ou Tyron Woodley. Donc, le Brésilien a vu tout le monde lui passer devant, alors qu'il a dû se résoudre à continuellement défendre son classement contre des adversaires bien moins méritants que lui. La situation a d'ailleurs atteint un nouveau sommet de ridicule lorsque, alors que la voie était libre, il a dû accepter d'affronter Jorge Masvidal pour la place légitime de challenger lors de l'UFC 211. Je ne vais pas mentir, il n'y avait pas vraiment d'outrage public pour défier Demian, mais c'est un nouvel exemple de ce qu'est capable de faire l'UFC à un combattant qu'elle ne veut absolument pas. Numéro 2, Donald Cerrone. À l'heure où il n'y a aucun champion américain du côté de l'UFC, on a du mal à imaginer une époque où la promotion a fait patienter un combattant comme Donald Cerrone, et pourtant, le combat de ceinture qu'il a obtenu lors du dernier show de l'année 2015 aurait probablement dû être le sien bien avant. Il y avait plusieurs problèmes pour Cowboy. Déjà, il traînait des défaites contre Anthony Pettis et Rafael dos Anjos qui lui ont un peu fermé quelques portes, mais surtout, et c'est étrange, il combattait beaucoup trop. Ça peut paraître bizarre comme explication, mais pendant que certains combattants étaient en train de réfléchir aux meilleures options possibles pour obtenir un combat de ceinture, Donald disait oui à absolument n'importe quel combat, ce qui est louable certes, mais qu'il a aussi un peu mis dans des situations délicates par moments. Et même s'il avait perdu contre dos Anjos quelques années auparavant, il semblait tout de même un peu injuste que le Brésilien ait droit à un combat de ceinture avant lui lors de l'UFC 185. Donald avait remporté 7 combats depuis leur affrontement, démontrant une progression assez phénoménale et battant 4 membres du top 10 en plus du légendaire Eddie Alvarez lors de ses débuts à l'UFC. Ce n'est pas pour dire que dos Anjos avait chômé non plus, mais il avait prouvé contre Khabib qu'il était plusieurs crans en dessous du Dagestanais
tournée et l'UFC est passé à côté d'une occasion de récompenser un combattant qu'il avait accepté de combattre à chaque coin de rue lorsque la promotion en avait besoin. Surtout, il faut le dire, il était considéré à l'époque que Rafael dos Anjos n'avait aucune chance de battre Anthony Pettis et que c'était d'ailleurs un peu la raison pour laquelle il avait été choisi. Et évidemment, on se doutait pas d'à quel point on avait tort, mais ça a continué de nourrir le sentiment des fans que Donald se faisait snobber par la promotion. Numéro 1, Merab Dvalishvili. On n'en fera jamais assez avec la série de combats exceptionnels qu'est en train de nous offrir Merab Dvalishvili. Ce n'est pas simplement que le Géorgien a entamé un gros règne de champion l'année dernière, mais plutôt qu'avant même de toucher la ceinture, il a battu des gars de très haut niveau dans des proportions que peu de combattants connaissent dans leur carrière, même certains champions de l'UFC établis. À mes yeux, Merab est devenu un challenger légitime après avoir battu José Aldo lors de l'UFC 278, mais tout cela a d'abord été retardé de son fait lorsqu'il a exprimé clairement qu'il n'affronterait pas son meilleur ami Aljamain Sterling qui était alors champion du monde. Ce refus a tendu ses relations avec la promotion, Dana White exprimant son amertume très publiquement et du coup, Merab a dû cravacher comme peu de challengers pour enfin obtenir son combat de ceinture contre Sean O'Malley. Sa victoire contre Petr Yan reste la plus impressionnante de son parcours à mon sens, du fait notamment de la manière avec laquelle il a surclassé le russe et tout semblait alors aligné pour qu'il soit la première défense de ceinture du Suga Show. Mais à la fois parce qu'il y avait probablement un peu de rancœur du côté de l'UFC et parce qu'un combat entre O'Malley et Vera était vastement plus gros médiatiquement, Merab a dû se farcir une étape supplémentaire en battant l'ancien champion Henry Cejudo. Même si son style de combat ne va jamais ravir les foules, il faut reconnaître à Merab qu'il a énormément bossé pour faire rayonner sa personnalité au grand jour, ce qui a dû aider à faciliter son obtention de combat et apaiser ses relations avec la promotion. Il lui aura fallu 10 victoires de suite et un véritable parcours du combattant, mais Merab a fini par obtenir ce qu'il méritait et il est toujours à ce jour le très solide champion des poids coqs et il le restera après son combat contre Cory Sandhagen selon moi. Voilà pour la vidéo, il y a énormément d'autres combattants qui auraient pu figurer dans cette liste, j'aurais pu mettre Belal aussi, mais vu que c'est sensiblement le même parcours à la même époque que Léon Edwards, je l'ai un petit peu snobé moi aussi, voilà, pour continuer la mauvaise série, tout ce qui lui arrive de mal malheureusement pour Belal, et voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, on aurait pu parler de Chuck à l'époque, voilà, il y a des gars comme ça qui ont dû patienter très très longtemps pour obtenir un combat de ceinture, mais voilà, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se reparle bientôt, salut tout le monde. Free audio post-production by alphonic.com.